Bonjour, nous sommes le mercredi 16 décembre 2015, donc je reviens sur la dynamique de notre colloque du 13 décembre au Palace de la Chine pour aborder des questions qui viennent compléter cet ensemble. Parce que pour moi, l'ensemble des vidéos qui ont précédé, qui ont couvert et qui suivent ce colloque constituent un tout, qui à mon avis a une certaine valeur pour longtemps. Alors, je voudrais compléter donc des éléments qui méritent de l'être, en ce qui concerne notamment la question de l'unité. Ce sont des questions qui ne sont pas, à proprement parler, astrologiques, pas nécessairement, mais qui sous-tendent la pensée astrologique. Et il est temps de revenir aux fondements, aux fondations de l'astrologie. Et les fondations de l'astrologie, ce ne sont pas les bases de l'astrologie. Ces bases de l'astrologie, elles sont tributaires des fondements. On pourrait discuter sur le langage, mais donc ils vous disent telles notions, les aspects, les maisons, les planètes sont les bases de l'astrologie. Bon, c'est vite dit. C'est la base d'une certaine astrologie, d'un certain langage astrologique, mais enfin, ce n'est pas forcément les fondements réellement de l'astrologie, parce que tout simplement, ce sont des choses qui ne peuvent pas véritablement être explicitées et comprises par des non-astrologues. Alors c'est l'occasion de dire que nous avons créé une nouvelle association, une nouvelle structure, une nouvelle instance qui s'appelle Mouvement pour l'Académie à l'astrologie. Pour l'astrologie à l'Académie, le MAA, 40 ans après le MAU, Mouvement astrologique universitaire, et le passage du terme U au terme A, à mon avis, fait sens, parce que l'université, c'est un lieu d'enseignement, et finalement, l'enseignement, on en voit les limites, on voit à quel point il y a des pesanteurs dans l'enseignement, il y a une dépendance de la demande des étudiants, il y a une dépendance de la demande du marché, alors que l'académie, c'est quelque chose qui se situe au-delà de ces enjeux sociétaux. C'est là qu'il y a effectivement la fameuse absence de l'astrologie à partir de la création de l'Académie des sciences en 1666. Il n'y a pas eu de condamnation de l'astrologie à proprement parler par Colbert, mais il y a eu une éviction de l'astrologie de l'Académie des sciences qui s'est faite d'ailleurs progressivement, pas immédiatement, et ça n'a concerné, je répète encore une fois, que l'Académie des sciences. Ça n'a pas concerné l'interdiction de l'astrologie en soi, même de son enseignement. De toute façon, ça n'a aucun sens. Simplement, l'Académie n'a cessé de traiter de questions relatives à l'astrologie à proprement parler. Je vous renvoie à mon ouvrage paru chez Trait Daniel en 1993 sur les deux reprints que j'ai fait. Vous trouverez, n'est-ce pas, un sur l'astrologie du livre de Thoth et l'autre sur les études ptolémaïques chez Nicolas Bourdin. On a encore répété devant moi l'autre jour que Colbert avait interdit l'astrologie. D'ailleurs, probablement, il n'a pas pu l'interdire dans l'ensemble du monde occidental, c'est pas du tout. Il a pu l'interdire en France, et en fait, il ne l'a pas du tout interdit. Lui-même n'était pas du tout hostile à l'astrologie. Ce sont les académiciens eux-mêmes qui, bien après la mort de Colbert, d'ailleurs pas en 1666, mais vers 1699, par là, ont établi que l'astrologie ne ferait pas partie des sujets abordés, pas plus d'ailleurs que l'histoire, ou que d'autres, ou que la littérature, bien évidemment. Alors, donc, sur ce point, le mouvement pour l'astrologie à l'Académie, c'est un mouvement qui va réintégrer en quelque sorte de facto l'astrologie dans le champ des sujets académiques, dans le champ du débat intellectuel, et donc par conséquent nous allons créer une sorte d'académie bis où l'astrologie ne sera plus absente, et où effectivement on invitera des non-astrologues, des historiens, des sociologues, des scientifiques à participer au débat en respectant l'existence même de l'astrologie. Donc ça me paraît important de mettre fin. Donc on met fin de facto, par une création d'une académie
parallèle à, à cet anathème contre l'astrologie. Mais à condition, bien entendu, d'en être digne, à condition d'avoir un niveau de débat suffisamment élevé et suffisamment ouvert, et suffisamment interdisciplinaire pour que ça puisse faire sens. Ce qui n'est absolument pas le cas, vous imaginez bien, de nos astrologues actuels, dont il s'agit justement de revoir la rhétorique, de revoir le mode de discussion, le mode d'explication. C'est un peu la raison d'être de ces séminaires, de ces rencontres qui vont se multiplier, qui vont en tout cas se succéder, que d'apprendre à parler autrement de l'astrologie et de communiquer avec des gens qui ne sont pas foncièrement attachés à la pratique traditionnelle de l'astrologie, à commencer par moi-même. Moi-même, je me présente dans cette enceinte de l'académie, de la nouvelle académie, comme étant un peu, non pas l'avocat du diable, mais en tout cas comme celui qui représente le regard extérieur vers l'astrologie. Et donc c'est un peu ce rôle que je joue, mais que d'autres pourront jouer certainement à l'avenir. Voilà, donc je repasse maintenant à d'autres questions pour illustrer justement le type de débat que nous pouvons avoir et le type de réflexion sur l'histoire de l'astrologie, comment l'astrologie en est arrivée là, et est-ce qu'elle n'a pas été dévoyée, est-ce qu'elle n'a pas été parasitée de diverses manières au cours des âges. Alors, si on me répond, mais non, pas du tout, puisqu'elle fonctionne très bien, alors ce genre de façon de faire obstacle à la réflexion au nom d'une pratique qui fonctionnerait bien, je trouve ça tout à fait inadmissible, je le dis très clairement. Hein. Bon. Ce ne sont pas les praticiens qui vont nous empêcher de réfléchir sur l'astrologie et sur ses bases et sur son évolution. Bon. Au nom d'une pratique qui serait déterminante, qui serait absolument sans appel, etc. On sait très bien les compromis, les ambiguïtés, les ambivalences de ces pratiques qui n'ont une valeur très relative. Hein, bon, alors, on ne va pas revenir là-dessus, j'en ai déjà parlé, des motivations, des gens qui font l'astrologie, de ce qu'ils attendent, etc. En tout cas, cet argument d'une pratique, il est totalement irrecevable dans cette académie. Ça ne veut pas dire qu'au contraire, on ne puisse pas présenter des statistiques, des réflexions, des travaux, mais certainement pas une pratique individuelle, personnelle, d'ailleurs totalement secrète et confidentielle. De qui se moque-t-on? Alors, je vais revenir sur la révolution copernicienne, ou plus exactement sur le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, que souvent beaucoup d'astrologues rejettent d'un revers de la main, en disant de toute façon ça n'a rien changé, de toute façon nous sommes sur Terre, et donc qu'est-ce que ça nous apporte de savoir qu'on est dans le géocentrisme ou le héliocentrisme? Puisque nous sommes sur Terre, donc forcément il y a une sorte de géocentrisme de facto. Eh bien pas du tout, parce que le grand argument de l'héliocentrisme, c'est la centralité de la lumière solaire. Et cette centralité de la lumière solaire, on voit bien à quel point les astrologues sont marqués par cette idée de centralité de la lumière solaire. Et c'est ça le problème, en fait. Parce que, en faisant cela, ils se mettent en décalage par rapport à la tradition astrologique. Ou en tout cas, ils la relisent d'une façon biaisée. Le Soleil, dans la tradition astrologique, n'a qu'une place secondaire. Il n'a qu'une place secondaire, j'en ai parlé d'ailleurs par la suite. Il a une place secondaire, la Lune a un rôle beaucoup plus important que le Soleil. Elle a eu un rôle très... Bon, et c'est uniquement, finalement, depuis assez peu de temps, relativement, que le Soleil a pris le pas, l'ascendant, si on peut dire, sur la Lune. Au point que, par exemple, Jean-Pierre Nicolas, un des premiers ouvrages de Nicolas dans les années 60 du siècle passé, a écrit un ouvrage majeur qui s'appelle La condition solaire. Et évidemment, le zodiaque, pour lui, il le justifie au nom de la solarité. Les saisons n'existent qu'au nom de la solarité. Donc on va nous dire, mais vous voyez bien l'importance du soleil. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que cela. D'abord, effectivement, bon, la Lune joue un rôle très important.
dans la tradition hindoue, on sait très bien que dans bien des langues, bien de traditions, elle est masculine, qu'elle a même des épouses, elle est même polygame, elle a 28 épouses ou 27 épouses dans la mythologie hindoue. Donc, et puis surtout, j'ai posé cette question, qu'est-ce qui détermine, qu'est-ce qui caractérise le masculin et le féminin? Parce que c'est ça la question. Or, et d'ailleurs vous n'avez qu'à réécouter les passages à ce sujet dans notre colloque du 13 décembre, c'est pas triste. Et alors là, oui. Et donc, je crois qu'il est clair que le masculin est plus à une intensité, à un voltage. Et on dit souvent les hommes sont survoltés. Il a un voltage, euh, il a une rapidité d'action beaucoup plus grande que le féminin. Et la Lune, évidemment, elle incarne en ce sens-là tout à fait le masculin. Et puis même cette Lune qui croît et qui décroît, elle évoque quelque part le sexe masculin. Et donc, bien évidemment que la Lune est masculine, n'est-ce pas? Bon, elle est masculine, elle est la plus rapide, et le Soleil, eh bien finalement, elle le rejoint. Elle le rejoint tous les mois. Voilà. Alors comme il n'est pas... Et en plus, le gros défaut du Soleil, c'est que c'est même pas une étoile fixe. Donc finalement, il y a un décalage de 30 degrés environ d'une conjonction à l'autre. Alors que si la Lune était conjointe aux étoiles fixes, eh bien, ça se produirait au même moment chaque fois. Donc ce découpage en 12 du zodiaque, il est uniquement lié à ce mouvement du Soleil qui n'est qui est une espèce de corps bâtard, qui n'a ni la rapidité de la Lune, ni la fixité de l'étoile. Donc c'est pas du tout une référence. Bon. Alors, bien sûr, il y a cette question de la lumière du Soleil, mais est-ce que cette lumière du Soleil qui fait que la Lune ne fait que refléter, hein? Bon, alors à ce moment-là, d'ailleurs, c'est une vision un petit peu misogyne. Alors elle ne fait que refléter la lumière du Soleil, donc c'est évidemment le féminin. Voilà, bon, oui, bon, on va très loin. Non, mais la Lune ne fait que refléter la lumière du Soleil, mais du point de vue de l'Antiquité, la Lune a sa propre lumière, et de toute façon, c'est bon. Et de toute façon, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement la lumière de la